Et bonjour à toutes et à tous, je sais jamais quand commence la diffusion vraiment en direct. Vous savez, la technique des trucs Insta. Je suis un petit peu en retard. On a fait un pré-test avec Iradon pour la technique et je sais pas si du coup ça va marcher en vrai parce que voilà. Hello tout le monde, hello hello. Bonsoir tout le monde. Ah bah toi ça marchait déjà, ça c'est Ouais, top. la première connexion marche bien. Allez, on va tenter la deuxième avec Marc-Antoine. On va voir si ça passe aussi. Ah, ça a l'air. Et comme ça, je peux te laisser meubler Bonsoir. pendant. Enchanté. Et voilà, Enchanté. Bonjour. toutes les invites sont faites. Et bonjour Marc-Antoine. Donc moi, Salut. je vais essayer également de gérer le chat comme d'habitude. Ah, ça Mais c'est bon, beau. la technique fait que des fois mon téléphone ça bloque. Donc si jamais je n'arrive pas à avoir vos questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On transmettra à Marc-Antoine derrière. Est-ce que les aventuriers de l'étrange nous entendent bien? Les aventuriers de l'étrange entendent super bien. Ah bah c'est Ah, parfait. top. Normalement, je t'ai fait l'invitation, Patricia. Ouais. Je sais pas si tu arrives à te connecter. Alors, on va faire comme ça. Bon, la technique, c'est toujours, vous savez, un peu particulier au départ, hein. C'est notre marque de fabrique de toute façon. Ouais, c'est ça. Alors, on va faire comme ça. Tac. Mais à la fin, ça fait toujours de la description. Désolé pour le petit retard. On a essayé de faire un test technique. Hello, Salut, copine. ça va? Hello, tout Bonjour. le monde. Ouh, Hello, hello. c'est fort. Voilà. La touche féminine ce soir qui va nous sauver. Ça va? On mise tout Bien et sur toi? toi, hein. Ouais. Moi, Quoi? je fais juste ma Miss France, moi. Ah, moi aussi. J'ai mes BD de côté. Eh ben merci, déjà merci à vous trois d'être là ce soir. Merci à tous ceux et celles qui nous rejoignent dans le live. Yes. Donc du coup, on se recontextualise un petit peu peut-être pour pourquoi ce live? Vas-y. Ça vous va? Bah vas-y. Alors, Trop. du coup, Je j'ai pense que c'est reçu un nécessaire. jour un petit message de Gaël qui m'envoie un petit message et qui me dit, regarde sur le compte Les Aventuriers de l'étrange, c'est une maison d'édition qui a des difficultés en ce moment. Bon. Et de là, bah, qu'est-ce qui se passe? On fait une petite story et puis on a commencé à essayer d'échanger un peu tous ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre petit niveau pour essayer d'apporter au moins un soutien de cœur. Voilà, et puis bah, finalement, Patricia et puis Paul ont répondu présent pour se dire bah, on n'a qu'à faire un live, hein, histoire bah, d'échanger un petit peu sur tout ça, et puis bah, d'essayer peut-être avec nos petits moyens à nous bah, de faire connaître la maison d'édition pour ceux qui ne connaîtraient pas, et puis bah, essayer de parler de la situation en toute transparence et de voir bah, qu'est-ce qu'on pourrait trouver peut-être comme idée, ou en tout cas essayer de susciter quelques envies de découverte de titres chez les aventuriers de l'étrange. Voilà un petit peu l'histoire de ce live. Du coup, peut-être on te laisse te présenter et présenter la maison d'édition pour commencer. Ok, ça marche. Alors déjà, je voulais un peu remercier tout le monde parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont relayé l'information, disant que les aventures de l'étrange étaient un peu en galère. Donc merci à tout le monde parce que ça a permis d'avoir un peu de trésorerie supplémentaire. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, mais voilà, donc c'est déjà une très bonne chose. Donc, Les Aventuriers de l'étrange existent depuis novembre 2017. C'est une maison d'édition qui fait uniquement de la bande dessinée. Travaille exclusivement avec des auteurs étrangers. Ok, Et exception faite d'un auteur français qui est décédé il y a 10 ans, qui s'appelle Pierre Vininger, qui est un auteur que j'adorais quand j'étais petit. Donc ça, c'est un travail plutôt patrimonial. Ça, c'est un petit peu en marge. Mais globalement, hormis ça, je travaille que avec des auteurs étrangers. Et tous les albums, c'est quand même plutôt... la maison d'édition s'appelle Les Aventuriers de l'étrange, donc ça y va direct. En gros, c'est de l'aventure et de l'étrange. Il y a quelques albums qui prennent un petit peu la tangente, parce que ce sont des auteurs avec qui j'ai déjà commencé à travailler et que j'apprécie, comme Elisa et Marcella. Donc c'est des auteurs que j'apprécie, avec qui je m'entends très bien. Donc voilà, donc je publie ce qu'ils font parce que je les aime bien. Euh, le rythme de publication, c'est à peu près 7 titres par an.
Sauf que là, vu les difficultés actuelles, j'ai réduit sur 2023 à 4 pour Mhm. essayer de rattraper tous mes retards de facture. Donc la maison d'édition est basée à Saintes en Charente-Maritime. Ok. Donc là, on est, euh, on est dans le bureau. Enfin, avant, je travaillais de ma chambre, mais depuis, je suis tout seul à gérer la maison d'édition. Il n'y a que moi. Euh, et donc là, depuis novembre, donc j'ai ouvert un local qui fait un peu, en fait, qui fait plein de choses, qui fait en même temps mon bureau, en même temps librairie, mais uniquement de mes albums, en même temps lieu d'exposition. Et là, il y a des ateliers qui sont en train de se mettre en place avec les enfants parce que c'est un endroit qui est assez vaste. Ok. Voilà, et c'est quelque chose aussi qui ne me coûte pas, qui ne me coûte pas l'argent. Donc c'est vraiment un gros plus et heureusement qu'il y a ce lieu-là parce que je pense s'il n'avait pas ouvert en novembre, que les aventuriers de l'étrange seraient morts pendant l'hiver. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. Donc la situation est pas formidable, mais je suis globalement quand même plutôt quand même d'un naturel positif. Donc je pense que si en étant ultra rigoureux, je pense que la situation devrait revenir à l'équilibre à l'été. Le gros avantage, le gros avantage, c'est que en fait, depuis le début, je travaille avec les mêmes personnes. J'ai un excellent relationnel, que ce soit avec mon imprimeur, avec tous les auteurs, ce qui fait qu'il y a une relation de confiance qui s'est Mhm. mise en place. Et je pense que c'est ça le socle finalement des aventuriers de l'étrange. Donc les gens sont très compréhensifs. Mhm. Ils savent que je fais le max du max et que si j'ai des retards de paiement, c'est pas pour m'acheter une grosse voiture. Donc voilà. Donc voilà. Ça va pas en Suisse? Oh. Voilà. Quoi dire de plus au début au début, le fait de travailler avec des auteurs étrangers, c'était une contrainte financière parce que c'était plus, en fait, c'est moins cher de racheter des albums déjà existants et de faire uniquement une traduction et une maquette française. Mhm. Donc ça a commencé comme ça. Euh, Et petit à petit, en fait, j'ai développé des réseaux dans différents pays, notamment en Espagne et en Roumanie. Et je me suis rendu compte que dans tous les albums, même s'il y avait euh, de l'aventure, du merveilleux, des monstres, des sorcières, des courses-poursuites, en fait, en creux, il y avait quand même toujours, souvent quand même, des grands thèmes universels qui étaient posés par les auteurs. Et ces grands thèmes-là, type l'héritage du passé, ou la fougue de la jeunesse, ou des choses comme ça, traités par des cultures et des sensibilités voisines de la nôtre, ben, il y avait un petit décalage, il y avait un charme un peu différent que vraiment j'adore. Et maintenant, même, j'essaie enfin, défricher, c'est pas vraiment le mot, mais j'essaie enfin, si je voulais, je pourrais vraiment travailler uniquement avec des auteurs espagnols ou roumains, parce que j'ai développé un très bon réseau là-bas. Mais en fait, je m'y refuse. J'essaie plutôt d'aller justement vers d'autres pays, vers des Tchèques, euh, ou des Nordiques ou des Russes, justement pour capter ces sensibilités un peu différentes. Ok. Et après, en gros, si on fait même quand je fais parce que j'ai commencé assez tôt finalement à faire un peu de création, j'en fais pas beaucoup, mais j'en fais. En gros, sur 10 albums, il y a 8 achats de droits et 2 créations. Et ces créations-là, en fait, je m'adresse aux gens avec qui j'ai déjà commencé à travailler. Mhm. Euh, et aussi, dans ma démarche également, c'est vrai que en fait, c'est toujours moi qui vais chercher les auteurs. Alors, ça, c'est une question que je me pose quand même, parce que la vérité, ça me désole bien, mais c'est quand même la vérité. Les aventuriers de l'étrange, franchement, c'est extrêmement peu connu. Et malgré Bah, ça, trop je grand. reçois, mais franchement, je pense au moins un projet, ouais, peut-être même pas 2 ou 3 projets par semaine. Et Ah donc oui, je fais, par semaine, carrément. mais par semaine. Donc je me dis, les grosses maisons d'édition, mais ils doivent crouler sous les propositions. Et comment répondre à tout? Moi, je fais l'effort, je prends le temps de tout lire et de répondre à tout le monde, mais parce que c'est pas non plus. Enfin, mais les grosses maisons d'édition, je sais pas comment est-ce qu'elles font, hein. Mhm. Euh, Il y a beaucoup plus de monde déjà. Voilà, c'est ce que ouais, j'allais dire. J'ai un peu plus de monde. Généralement, c'est pas une personne et, toute seule. Ouais. et Bah, puis, et ça me fait quand même plaisir. Donc c'est toujours moi qui vais chercher les auteurs.
hormis un album, qui est, je sais pas si vous l'avez, qui est Les Oiseaux Lumineux. Non, Non, non. Si. pas celui-ci. Avec mes petits moyens, j'ai pris que ces deux-là pour Ah, l'instant. exactement. Hormis Les Oiseaux Lumineux, qui m'a été recommandé Il est magnifique celui-ci. Ouais, par j'ai hésité à le prendre. Maria Sourdoukan, qui travaille avec moi depuis quasiment le début et qui connaît parfaitement la ligne éditoriale. Un jour, elle m'a envoyé un message en me disant: j'ai rencontré un gars en Roumanie, regarde, c'est incroyable ce qu'il fait, peut-être que ça pourrait te plaire. C'est la seule exception. Sinon, c'est toujours moi qui vais chercher les auteurs. Et dans les projets que je reçois, il y a des choses que, honnêtement, j'aurais bien aimé faire, mais comme c'est souvent de la La création et que j'ai création. pas suffisamment de moyens pour les faire, du coup, je passe la main. Mais il y a quand même quelques projets qui m'ont été proposés et que j'ai refusés et qui ont vu le jour sur des grosses maisons d'édition. Donc quand c'est comme ça me fait quand même un peu plaisir. Je pense par exemple à Hématite de chez Dargaud. C'est sorti chez Dargaud, je crois qu'il y a un deuxième tome qui est en préparation. Ou Tamia chez Akileos, je crois. Et je crois que c'était Akileos. Où il y a quelques albums comme ça qui ont vu le jour. Et donc ça me fait plaisir qu'en amont, c'est à moi qu'ils aient été proposés en fait. Cool. Et donc voilà. Et donc, pas français finalement. Tu continues, même sur les. Tu dis que tu fais Ouais, deux albums création, on va dire, par an environ. Même là-dessus, tu te refuses, entre guillemets, à aller vers du français. après, c'est aussi une question. Honnêtement, il y a plein de. Enfin, après, dans ma démarche aussi, je choisis quasiment tout le temps des auteurs qui font tout, scénario, dessin et couleurs, voire même maquette, euh, pour une raison simple en fait. Enfin, ça rejoint le fait aussi de malheureusement pas pouvoir travailler avec des auteurs français. Il y a vraiment plein d'auteurs français que j'admire, avec qui j'aimerais travailler. Mais pour une question simple, c'est-à-dire que moi j'ai très peu de moyens, donc je ne peux pas faire des grosses avances sur recette. Mm. Et donc déjà, bêtement, enfin moi le maximum que je peux donner en avance sur recette, c'est 2500 euros. Donc 2500 euros pour un album, pour quelque chose qui va prendre 8 ou... Mes auteurs sont assez rapides, mais pour à peu près 8 mois de boulot, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Euh, et donc je peux pas, enfin, en travaillant avec des gens qui sont dans des pays où le coût de la vie est beaucoup moins cher qu'en France, je pense par exemple la Roumanie, s'ils donnent 2500 euros à quelqu'un qui est en Roumanie, c'est comme si je donnais 7500. Et en prenant une personne qui fait tout, moi, mes contrats sont à 10%. Et donc, une seule personne touche ces 10% de droits d'auteur. Et c'est pas réparti entre plusieurs personnes. Donc il y a aussi ça. Dans ma démarche, il y a aussi ça. J'essaie quand même malgré mes maigres moyens, j'essaie de pas trop, proposer des choses plutôt correctes pour les auteurs. D'ailleurs, j'essaie de suivre les commentaires. On nous dit 2500 euros par album. Il y a beaucoup de petits éditeurs qui proposent pas plus aux auteurs en France. Bah ouais, mais après, enfin, c'est malheureux, mais moi je viens pas du monde de l'édition. Je me suis lancé un peu la fleur au fusil. Et je me suis dit, comment je me suis dit, j'ai beaucoup misé sur mon bon sens. Et, voilà, par exemple, sur ces avances, bêtement, enfin, moi je pense que malheureusement, je vais jamais gagner d'argent parce que je suis peut-être un peu trop du côté des auteurs. Mais, C'est pas On l'est un rassurant, là. jour trop. Il en faut un. non, mais Ouais, j'essaie de me mettre dans la situation de l'auteur et à un moment, c'est pour être auteur de BD, mais c'est un talent incroyable. Il faut non seulement savoir bien dessiner, mais savoir bien raconter une histoire. Faut avoir du talent, c'est extrêmement difficile. Donc voilà, j'essaie d'en tenir compte autant que je peux, même si je voudrais pouvoir donner plus, hein, c'est sûr. C'est déjà pas mal. Sinon, deux petites interventions de Fredo Comics qui dit que What the Strip, ça a bien changé. Je me rappelle pas avoir vu écrit What the Strip quelque part ce soir. beaucoup plus Si. de mecs. Si, il a fait une petite référence dessus. Oui, Et non, mais lui, également, pas dans les et éga- intervenants. et également il milite pour que tu sois embauché, Patricia. Que En je sois septembre. embauchée. En septembre, par les aventuriers de l'étrange, justement. Allez, bah, j'envoie mon CV tout à l'heure.
C'est pour ça tout à l'heure, je rigolais pas par rapport à ce que tu disais, hein, je me permettais pas, mais c'est quand j'ai vu What the Strip a bien changé, ça m'a fait rire. Donc, et sinon, Et tu là, m'as on te dit, demande quel est ton parcours avant d'avoir créé cette maison d'édition. Quel était quoi le c'est déclic? ça. Alors, moi, j'ai fait des études d'architecture. Avant ça, j'ai fait un bac d'art appliqué. Après, j'ai fait une année de fac d'art du spectacle. Ensuite, j'ai fait des études d'architecture. Je me suis arrêté au bout des études d'architecture, c'est 7 ans. Je me suis arrêté au bout des 3 ans parce qu'en gros, j'ai réussi enfin, l'architecture, je m'en foutais complètement. J'ai réussi un concours et puis voilà, j'y suis allé parce que j'avais rien d'autre. Donc je me suis arrêté au bout des 3 ans. Ça me plaisait pas plus que ça et puis je commençais à être un peu. Enfin, j'étais à Paris à ce moment-là et donc j'étais un peu. Mes parents pouvaient plus trop me payer mes études et puis moi j'en avais marre d'être à l'école. Je voulais me débrouiller tout seul. Euh, donc comme malheureusement, donc j'étais un peu, enfin, bah oui c'est vrai, j'étais un peu bidon en architecture, je connaissais rien, hein, franchement, j'étais jamais allé sur des chantiers, et donc je voulais rester à Paris. Donc j'ai postulé à enfin, sur des emplois du temps, des jobs administratifs dans des lieux que j'aimais bien, type Conseil d'État, ministère des Sports. Et en fait, petit à petit, donc je me suis mis dans cette case-là en remplaçant des gens qui étaient en arrêt maladie ou des femmes qui étaient en congé maternité. Et donc, ça me permettait, c'est ce que je faisais, c'était absolument pas du tout intéressant, mais ça me permettait en fait de rester à Paris. Et je jumelais, comme ça aussi. En fait, c'est horrible. Hein. Vraiment, ce que je vais dire, c'est vraiment pas, c'est pas un exemple. Hein. Mais en fait, je faisais 6 mois de boulot dans un endroit. Après, j'étais 4 mois au chômage. Je faisais ce que je voulais. Et puis après, je me dépêchais quand il me restait que 2 mois de chômage. Je me dépêchais de retrouver un autre boulot comme ça. Et en fait, ça a duré à peu près pas loin de 15 ans, hein, vraiment. Et donc toujours dans des grandes administrations publiques voilà, des endroits prestigieux où finalement je faisais pas grand chose. Et au bout d'un moment, en fait, au début, quand on a 23, 24 ans, on peut faire tous ces efforts et puis se contenter de vivre dans 20 mètres carrés. Mais quand on en a 35, et ben, au bout d'un moment, et ne jamais évoluer sur des trucs qui sont pas du tout passionnants. En fait, j'en ai eu marre. C'était possible pour Normal. moi. Et donc, On nous dit la vraie vie voilà. d'artiste en somme. Et donc en fait sur mon dernier contrat, qui était plus long, donc j'avais cumulé en fait 2 ans de chômage. C'est pareil depuis longtemps, je dessine un petit peu. Euh, et donc avec ces 2 ans de chômage, je me suis dit que j'allais faire que de dessiner et puis forcément j'arriverai à quelque chose. Sauf que je me suis rendu compte que donc déjà j'ai quitté Paris parce que financièrement c'était Tu m'étonnes. compliqué. Euh, euh, Paris est donc connu pour ses logements donnés, n'est-ce pas? Voilà, et c'est exactement. rare qui vont bientôt devenir la taille d'un chat. Ah, Mais moi pour le coup j'aime vraiment bien Paris et c'est vrai que ça me manque un peu, mais bon. Et donc avec ces 2 ans de chômage, en gros, je me suis rendu compte que dessiner une par-ci par-là c'était cool, mais dessiner plusieurs par jour c'était horrible et que c'était super difficile. En ah, même temps, j'ai rencontré plein d'auteurs qui m'ont parlé de leur métier et je me suis rendu compte que j'allais complètement dans le mur. Donc je suis allé me former euh, chez des petites maisons d'édition pour voir quels étaient leurs modèles économiques, notamment la maison d'édition maintenant qui a disparu, peut-être que vous connaissiez, qui était à Strasbourg et qui s'appelait les éditions du Lombec. Oui, ça me Et, parle. Ouais, ça me et dit donc, quelque chose. en fait, coup sur coup, et je suis allé également aux éditions Ça et Là. Mhm. Donc en fait, c'était comme quoi, enfin, c'est vraiment le hasard finalement, parce que il n'y a pas de hasard. les éditions du Lombec, j'ai fait ces deux stages à pas beaucoup d'intervalle. Et je connaissais pas du tout les éditions du Lombec. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que si on prenait globalement chacun des albums, ils étaient plutôt pas mal. Mais quand on prenait la globalité, on comprenait absolument rien. Mhm. Ça partait dans tous les sens. Mhm. Euh, Un peu comme Panini, quoi.
Je connais Dans pas une autre Panini. dimension. Bon, il y a quand même une certaine ligne, Panini. Et après, Super-héros. quand je suis allé aux éditions ça et là, alors honnêtement, hein, honnêtement, moi j'avais 2 albums de ça et là chez moi. Mais moi, en fait, ce que fait ça et là, je suis absolument pas le. Mais quand je suis allé aux éditions ça et là, honnêtement, je me disais, j'avais dans la tête, mais ça et là, ils font que des livres que personne ne lit. J'avais vraiment ça en tête. Euh, et quand je suis arrivé là-bas, donc déjà, donc Serge Evanzig a été incroyable parce en fait, il m'a tout montré, il m'a donné tous ses contacts, et, euh, et en fait, j'ai vu là ce qu'était une ligne éditoriale. C'était ultra carré, il savait exactement ce qu'il faisait, exactement où il allait, et c'est juste que moi, j'étais pas le public, mais il avait 2 salariés, la maison d'édition existait depuis 15 ans, parfois il y avait des années qui étaient compliquées, mais globalement, ça tenait. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais avec ma sensibilité à moi. Et c'est aussi grâce à Serge que je me suis rendu compte que le rachat de droits, c'était moins risqué que la Mm. création. Donc les choses se sont mis en place comme ça. Et en même temps, après, franchement, les choses sont quand même allées assez vite parce que ces stages, ça devait être entre mai et avril et juin, peut-être 2017. Ah oui. Et je suis allé. Après, les choses ont un peu cheminé. Je suis parti en vélo à travers l'Europe pendant 1 mois et demi, et les choses tout seul, et les choses ont cheminé dans ma tête. Et quand je suis revenu en septembre, je suis allé voir les banques. Je me suis fait aider par le, par Pôle Emploi, différents organismes, la Chambre de commerce et d'industrie, pour essayer de monter cette structure-là. Et j'avais aussi, en fait, dans ma tête, enfin même pas dans ma tête, sur un bout de papier, parce que moi j'avais très peu de contacts finalement. Mhm. J'avais fait une liste d'auteurs idéaux avec qui, dans l'absolu, j'aimerais travailler, sans me soucier de savoir si c'était possible ou pas, uniquement des gens que j'aimais bien. Et il s'est trouvé que sur cette liste-là, il y a 2 personnes avec qui ça a été facile et direct de travailler, dont Pedro Rodriguez, auteur espagnol, hop, qui a fait ces albums-là, entre autres, hein. Hop, avec moi. Ouais, je l'ai ici aussi. Et puis le fils le fils de Pierre Vininger. Et en fait, les choses comme ça se sont mis en place très très vite. Je les ai rencontrés, on a trouvé un terrain d'entente. En même temps, la structure se mettait en place. J'avais pas d'argent. J'ai eu une chance incroyable de tomber sur un banquier qui accepte de me prêter de l'argent. Donc à un moment, c'est un peu comme si toutes les planètes s'étaient alignées. Bon, maintenant, elles sont beaucoup moins. Mais à un moment, du coup, les choses ont pu se faire finalement assez facilement. Et vraiment, encore une fois, ouais, complètement la fleur au fusil. Si c'était à refaire, je pense que je ferais absolument pas de la même manière. Ouais. Euh, mais, mais bon, c'est comme ça. Tu changerais quoi? Je négocierai beaucoup mieux les contrats. Parce que je pense que au début, j'ai fait des albums vraiment trop chers. Je pense que maintenant, les mêmes albums, je pourrais les faire mieux pour 2 fois moins cher. Ouais. Je pense aussi, qu'est-ce que je changerais aussi sur les volumes d'impression. Au début, j'ai beaucoup trop imprimé. Enfin, bêtement. Euh, Moi, je suis plutôt, du coup, ne venant pas du monde éditorial, en fait, j'ai lu énormément d'études. Plutôt bon élève, donc je suis plutôt appliqué, je lis, j'essaie de synthétiser les choses. Et j'avais découvert, les études disaient que les chiffres de la moyenne des ventes de bandes dessinées, c'était en 2017, hein, les choses ont changé quand même depuis. Donc la moyenne des ventes, c'était 2500 exemplaires vendus pour un titre. Mhm. Et le problème, c'est que moi, j'ai pris bêtement ce chiffre-là. J'ai pas percuté que ça prenait en compte Astérix, Blake et Mortimer, Ouais. Mortel C'est une Adèle. moyenne de tout. Le lycée, ouais. Exactement. Donc quand on enlève finalement, mettons, je sais pas, c'est 100 ou 150 livres qui vendent le mieux,
Mm. eh ben, la moyenne des ventes, eh ben, elle est plutôt à 1000 en fait. Et oui. Et je me rends compte que la réalité, c'est peut-être même plutôt 800. Avec Mm. le Et donc, volume les qui premiers sort, albums, c'est mais oui, les premiers albums, je les ai imprimés à 3000 exemplaires, même 4000 exemplaires, et c'était beaucoup trop. Maintenant, ouais. ma moyenne d'impression, c'est 1500, et c'est plutôt calibré, Mm. plutôt correctement calibré. Donc voilà, donc là, c'est vrai que en gros, tout l'argent que la banque m'avait donné, m'avait prêté, m'avait avancé, en fait, ça a duré 6 mois, uniquement sur les 3 premiers livres, Ah parce ouais. que c'est des livres qui m'ont coûté trop cher. Donc en fait, Ouais. cumule sur ces 3 premiers livres, je pense que ces trois premiers livres en cumulé, je dois être en déficit à peu près de 15 000 euros. Et ben Ah en ouais. fait, ces 15 000 euros, je me les traîne depuis 5 ans. Et j'arrive pas même si maintenant les livres sont pas toujours, enfin même ils sont même pas souvent dans le positif. Mais on n'est pas dans des chiffres, dans des sommes comme ça. Et en Mhm. fait, mes arriérés, en fait, c'est ça, c'est depuis le Et début, tu je traînes, ouais. cours après ces 15 000 euros que j'arrive pas à récupérer, quoi. Mm. Et après, comme on nous dit, avec les chiffres, plus t'imprimes et enfin, il y a vraiment aussi ce souci de marge que tu peux te faire si tu imprimes plus ou moins en fait d'exemplaires. Ouais, parce que plus on imprime, plus on imprime à l'unité, ça devient moins cher. Mais Mm. après, il faut être en capacité de les vendre. Il faut les vendre. C'est Oui. ça. Mais C'est ouais, c'est ça. pareil, la marge, elle rentre que si tu Mais bon, vends. au début, c'est pas bien sûr. Puis au début, bah, tu comptes aussi là-dessus. Tu regardes ce qui te coûtera un peu moins cher. Tu dis bon, tu vas en faire un petit peu plus, ça te coûtera moins cher, en comptant les vendre évidemment. Ouais, mais Mais après, derrière, faut les vendre. Ouais. exactement. Ouais. Du coup, Et vu qu'on est dans la partie ouais, financière, tu nous parlais donc de ces 15 000 d'arriérés. Ton investissement de départ, finalement, pour lancer ta maison d'édition, c'est combien? C'est 30 000. J'ai fait un emprunt de 30 000 euros. Et donc, j'avais absolument pas de moyens. Hormis ces 30 000 euros, j'avais absolument pas d'argent. Et je crois que très vite, je pense qu'un an après, j'ai dû faire un autre emprunt de 10 000 euros. Voilà, donc c'était ma mise de départ. Mais c'est vrai qu'avec le recul, en fait, c'était pas suffisant. J'aurais dû emprunter beaucoup plus dès le début. Ouais. Euh, et puis, bah bon, c'est comme ça, hein. On peut pas revenir, il faut faire avec maintenant, hein. Bah, c'est ça. Ah bah oui, oui. Tu te lances et si tu connais pas, forcément, il faut bien débuter par un coin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. la machine à remonter dans le temps n'existe pas encore. Malheureusement. Et justement, sur les sorties à 1500 tirages, t'as eu des réimpressions ou pas? Non, jamais, ça m'est jamais arrivé. T'es jamais arrivé Je, encore? je sais que là, il y a Même sur celui-là? à celui-là, c'est terrifiant. Les ventes on doit être, je pense qu'on est de mémoire, je pense on doit être dans les 600 ventes, hein. Ah ouais. D'accord, non, parce que je l'ai vu pas mal tourner, et c'est vrai qu'il avait assez de succès. Je crois que c'est Mélissa qui me l'avait fait découvrir, ou toi, Patricia, je ne sais plus. Une des deux. Ça devait être Mélissa, celui-ci, je l'ai pas présenté, je crois. Voilà. Le seul livre, en fait, c'est ce livre-là, en fait, le premier tome de la série des Contes de Grimm, qui, en fait, je crois qu'il doit rester, moi, il doit m'en rester 5 chez moi, et je pense que chez mon diffuseur, il doit en rester, pareil, 4 ou 5. D'accord. Mais c'est des questions que je me pose, parce que le souci, On c'est un parlait album, pour le coup, ça, c'est un album qui est rentable. Je perds pas d'argent dessus. J'en gagne un petit peu, mais ce qui est délicat, c'est que la question se pose. Si je dois faire une réimpression, Mhm. en fait, en dessous de 1500 euros, c'est compliqué quand même. C'est Ouais. quand même compliqué. Mais c'est combien de temps je mettrai pour vendre les 1500 100 exemplaires Mhm. parce, parce que c'est un investissement. Et donc, Mhm. pour l'instant, bah, le livre, il est quasiment introuvable. Bah, tant pis, je peux pas réimprimer parce que je peux pas faire le. Ouais. Mhm. Et on soulignait où est-ce que tu stockes tout ça? Alors, en gros, comment ça se passe quand j'imprime 1500 exemplaires? Mhm. J'en fais envoyer 1700, 1500, n'importe quoi, 1250, j'en fais envoyer 1250 chez mon distributeur, et moi j'en garde 250 chez moi dans mon stock. Et du coup, j'avance, parce que c'est vrai que ouais, là, le mien de stock propre, je pense qu'il y a à peu près un peu plus de 10 000 livres. Au début, je stockais dans ma cave. La maison a été vendue, donc après j'ai stocké dans un box. Et là, comme le local où je suis est quand même grand, donc là je Ah, là, stocke. c'est ok.
Ok. Une Et du question qui- coup, vas-y. Non, Non, vas-y. vas-y. Non, Non, parce c'est- que, vas-y. non, c'était par rapport à une personne qui réagissait, elle se posait la question pour savoir s'il n'y avait pas trop de petites maisons d'édition en France. À ton avis. Ben, je pensais que là, avec en fait, le papier a quasiment doublé en un an. Ah, le prix, On va dire, il a en fait, augmenté, le prix du c'est papier. hallucinant, hein. Et moi, je pensais naïvement euh, qu'il y aurait comme une espèce de sélection naturelle. Euh, que toutes les petites maisons d'édition qui imprimaient à peu d'exemplaires, finalement, donc comme moi, hein, finalement, allaient se casser la gueule et puis et que ça ferait moins de livres. Donc je croisais les doigts pour pas être dans la charrette des décédés. Ah, t'es Euh, pas encore décédé. mais je me rends compte, en discutant avec mon diffuseur, en regardant les sorties, en fait, il y a de plus en plus, malgré cette hausse du papier, il y a de plus en plus de livres et de plus en plus de maisons d'édition qui se créent. Donc je Ouais. sais pas comment. Donc peut-être qu'il y a trop de petites maisons d'édition, je sais pas. Euh, Qui sont noyés malheureusement dans tout le reste, hein. ouais, Mm. en fait, la grosse difficulté, parce que, enfin, ça c'est pareil, c'est aussi un sujet sur vraiment lequel je m'interroge, justement parce que j'échange avec mes auteurs qui sont dans des pays où le marché de la bande dessinée est absolument pas développé. Mhm. On a quand même cette chance en France qu'il y ait une, euh, une curiosité, une culture de bande dessinée. J'englobe la Belgique, hein, France et Belgique. Ce qui fait que tous les styles de dessin peuvent s'exprimer et que potentiellement il peut y avoir un public. Que tous les thèmes peuvent être abordés. Toutes les façons de raconter les histoires peuvent être abordées. Et ça, c'est une énorme richesse. Dans d'autres pays, il n'y a pas cette possibilité-là parce qu'il n'y a pas cette culture de bande dessinée. Donc d'un côté, effectivement, oui, il y a trop de livres, mais c'est un tel champ de liberté pour les auteurs, c'est quand même formidable. Donc voilà, donc je sais vraiment pas trop comment me situer là-dedans en fait. Et justement, il y a celle qu'on avait fait l'interview, et Paula, si je me trompe pas dans ton prénom, excuse-moi, qui fait coucou la petite Voilà. maison d'édition. C'est le con après, Qui justement. vient de se lancer, ouais. Et Mais justement, la vas-y. grosse difficulté, c'est d'avoir de la visibilité. Parce que non seulement il y a beaucoup de livres, mais il y a beaucoup d'excellents livres. Et on peut pas dire, ah ben les gros, ils font que des trucs pourris. Non, c'est Ah pas bah non, vrai. c'est pas vrai. Les gros, mais Évidemment. non, c'est pas vrai du tout. Ils Les font- gros, ils font des Et eux ont les moyens de les mettre en avant, donc Ouais, forcément. Voilà. ouais, mais c'est des choses, voilà, c'est des choses de qualité. Donc, comment réussir à avoir de la visibilité dans cette profusion, c'est ça toute la problématique en fait. Ouais. Puis toi, quand tu le disais tout à l'heure, t'es tout seul. Donc ça voudrait dire quoi si tu te déplaces en librairie, enfin, forcément, bah, t'as pas le soutien. Ben, c'est compliqué, ouais. Ah, je crois qu'on a perdu Patricia. Oui, bah, elle va revenir. Voilà. Comment? Je sais que, enfin, Serge Evanzik des éditions Ça et là m'avait raconté que lui, en fait, tout avait, donc évidemment au début ça avait été compliqué et que tout avait changé à partir du moment où euh, mon ami Damer a ultra bien marché. Mm. Parce que les éditions Ça et là sont Désolée. diffusées par Mauvaise Heureux. manip. les éditions Ça et là sont diffusées et distribuées par les Belles Lettres, qui est pas une grosse structure de diffusion de distribution. Mais il a réussi à avoir un très gros succès avec mon ami Damer, et il m'a dit que ça avait tout changé. Parce qu'à partir de ce moment-là, il a pu engager quelqu'un qui s'occupe de faire de la surdiffusion, d'accentuer la communication auprès des libraires, et il me dit que ça a tout Ça a changé. changé. Bah, c'est comme Monsieur Toussaint Louverture avec MindMGMT et surtout un Black River. Hmm. Le bouquin en 6 tomes, là. C'est Black River que je dis Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Et là aussi, il a fait deux coups sur coup, il a explosé les chiffres, quoi. Parce que, mais même, enfin, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Aussi, ouais. C'est lui aussi, alors il fait pas du tout de BD, mais du coup, enfin, Mm. il a, enfin, après, c'est un gars talentueux, hein, monsieur Toussaint Louverture, voilà. On avait une question, et pourquoi pas faire de l'édition numérique? Ouais. Pourquoi Alors, conserver le papier? Même si ça prend de l'ampleur, en fait, le numérique, on est à peu près sur 2 ou 3% Oui. du marché. C'est pas Ça, beaucoup ça, et c'est pas en le même France, électorat non plus, hein. ouais, C'est et encore en moins que le France, comics. Ah pas, oui.
C'est dire. C'est quelque chose que je maîtrise pas beaucoup, donc enfin moi purement et simplement en fait j'ai squeezé euh, le numérique des contrats parce que c'est des choses que je maîtrise pas. Alors peut-être qu'il faudrait s'y pencher plus que je ne le fais, ça c'est fort probable, mais Ouais, vive le papier, comme elle dit Gaëlle. Moi, je suis pas certain que ce soit le premier combat à mener actuellement pour toi, hein. Comme tu le dis, le marché du numérique en France, c'est vraiment, c'est que dalle, hein. C'était que Pas dalle il y a grand-chose et c'est pas le même 5 ans. lectorat non plus. Ah ouais, Donc, mais carrément pas. là, Alors, typiquement, tous les livres que tu as qui sont un peu plus orientés enfants, jeunesse. Bon, tu me diras, les gosses maintenant aujourd'hui ils ont tous un truc, mais je trouverais pas ça bien justement que les enfants soient déjà sur leur tablette bah ouais. pour lire des livres. Oui. Enfin, moi mais je me ça vois aussi. pas lire les contes de Grimm, je me vois pas les lire sur tablette à mes gosses quoi. Je suis Mais d'accord. même, il y a aussi quelque chose, je me rends compte à un moment, il faut aussi que je vois quand même les choses en face. Il y a quand même beaucoup de mes albums, pour moi, tous mes albums sont jeunesse, mais dans la réalité, bon, dans la réalité, je me rends compte qu'il y en a plein, en fait, qui sont vraiment le cul entre deux chaises. Oui. Ah. Et pour les libraires, c'est compliqué. Mhm. Par Hmm. exemple, sur Le Fantôme de l'eau, c'est une histoire purement jeunesse, mais le trait fait que c'est pas jeunesse. Donc pour les Ouais. ou même Mon sombre chevalier, franchement, je sais pas dans quelle catégorie le mettre. C'est C'est un peu complexe, oui, c'est sûr. et Mhm. du coup, oui, moi c'est des choses que j'aime, euh, mais je me rends compte que pour les libraires c'est compliqué. Donc Mm. chacun faut aussi se mettre à leur place. Je suis content que tu arrives sur le sujet parce qu'effectivement, ça fait partie des choses où, quand on voit, bah, par exemple, celui dont tu viens de parler ou celui-ci, couverture qui fait très jeunesse, même si on sent un trait un peu barré à la Sphare par moment, enfin des trucs, tu te dis c'est pas que jeunesse. Effectivement, pour les libraires, je me dis que ça doit être compliqué à positionner et à vendre pour le coup. Ouais. C'est des bons albums, hein. Moi, j'ai 45 ans, je le lis et je me suis régalé. Pareil pour celui-ci qui est absolument sublime. Mais effectivement, pour trouver sa place en librairie, je pense qu'il y a besoin d'un accompagnement qui est solide, hein. Ouais, non, mais je pense. Hein. Ouais, ouais, j'en suis. Ouais. Et on a une question justement, est-ce que ce serait pas possible de créer un pool de petits éditeurs qui vous permettrait justement de réduire les coûts d'impression, le coût de distribution et de faire voilà, mutualiser les moyens pour tout ce qui est diffusion, etc. C'est vrai que je pense que c'est du gros boulot, mais c'est vrai que c'est des choses, je m'interroge, je me dis, est-ce que effectivement faire une association d'une dizaine de petits éditeurs qui ont à peu près la même vision des choses, qui font à peu près une dizaine de livres par an, mutualiser tout ça pour créer en fait son propre réseau de diffusion avec quatre ou cinq, euh, quatre ou cinq commerciaux en séparant les frais. Je pense que c'est des choses qui pourraient être possibles, mais pour le mettre en place, c'est énormément de boulot et je pense que malheureusement, ces petits éditeurs, en fait, beaucoup sont comme moi, ils sont tout seuls ou à deux et ils sont complètement la tête dans le guidon, ils font le max et le problème est là, quoi. Mhm. C'est ce que j'ai vu après dans les commentaires juste en dessous de Paula et de Kieran Pona qui disait, Paula qui disait que tous les éditeurs n'ont pas forcément le même format et qu'après au niveau de tout ce qui est édition en tant que telle, création du livre, il faudrait changer les plaques, recaler les machines, etc. Donc c'est toute une Ah ouais, ça manipulation, une c'est. logistique un peu trop complexe. Mais au moins grouper les achats de papier peut-être. Parce que vu le prix du papier. Mm. Mm. Bah après, je sais pas comment, enfin, par exemple, comment ça se passe. Je sais pas comment font les autres éditeurs, mais ben, moi, je m'occupe pas de la commande de papier. En fait, j'envoie un devis à mon imprimeur et c'est lui, du Mhm. coup, L'imprimeur qui se charge de ça, ouais. Ouais, le papier. oui. Mais effectivement. Et donc tu parlais un petit peu aussi, on a échangé un peu en off sur la diffusion finalement, sur la représentation en librairie. Est-ce que tu peux revenir peut-être un petit peu sur ce sujet-là aussi qui est assez intéressant, je trouve. Oui. Alors, pareil. Donc, dans les premières choses, quand la maison d'édition était en train de maturer dans ma tête, moi, c'était ultra important en fait, d'avoir une diffusion et une distribution déléguée. Parce que je voulais pas finalement. Euh, Après, ça, c'est ma vision à moi. Je dis pas que je dis pas que c'est la bonne, hein. C'est ma vision à moi. Moi, je voulais pas. En fait, je voulais faire des livres
en fait, je voulais pas faire des livres pour vendre à mes copains ou les gens qui soient dans mon réseau proche, quoi. Je voulais faire des livres pour qu'ils soient le plus lus. Donc passer par un diffuseur et un distributeur me semblait primordial. Euh, donc j'ai eu, c'est pareil, avec le recul, je me dis, mais comment c'est possible? Donc moi, je travaille avec la maison, avec le diffuseur qui fait aussi distribution Macassar, qui est un distributeur un peu de deuxième catégorie. Euh, mais quand on est petit éditeur, on peut pas, en fait, on peut malheureusement pas travailler avec les grosses structures. Donc ensuite, donc avec le recul, je me dis, je sais même pas comment est-ce qu'il a accepté de travailler avec moi, parce que quand je l'ai contacté, en fait, je savais juste que j'allais faire 2 albums et après, je savais pas vraiment quels allaient être les albums futurs. Donc j'allais un peu vers la connue. Il a quand même accepté de travailler avec moi. Après, dans les contrats, ça peut varier, mais globalement, dans mon cas, euh, la partie fusion et distribution prend 60% du prix du livre. Par exemple, en gros, un livre qui coûte 15 euros, ben moi, en gros, il n'y en a que 5 qui est vendu en librairie, du coup, il n'y en a que 5 qui est pour moi. Mais ça peut paraître énorme, hein, mais c'est la norme. Hein. 60%, c'est un peu plus ou un peu moins, mais c'est la norme. Il n'y a rien de scandaleux. Et après, encore une fois, c'est vrai que le diffuseur et le distributeur a énormément de frais. Donc, ça paraît pas. Il faut faire avec. C'est la règle du jeu, il faut faire avec. Ouais, tu en avais parlé sur tes posts, notamment sur un post où tu faisais bien la différence entre ce que toi tu vends du coup sur place ou ce qui est vendu après en librairie diffusée. Et donc, ce qui est compliqué, c'est de réussir à avoir de la trésorerie parce qu'en plus, admettons des livres qui sont vendus en librairie au mois de janvier, moi, me seront payés que 3 mois après. Donc il y a aussi ça. En fait, le truc, c'est que quand un album, en fait, le premier argent qui revient de la vente d'un album, eh ben, on a déjà tout payé avant. Oui. Et donc, en gros, moi, je sais que j'arrive à faire des albums pour à peu près, toujours à peu près plus ou moins, mais à peu près pour 8 000 euros. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est de l'argent qu'il faut avancer. Donc, c'est pas simple. Au niveau de la trésorerie, c'est vraiment compliqué. Alors, quand je fais de la vente directe, quand je vais dans des salons, l'argent, les 15 euros du prix de l'album, tout est pour moi et tout de suite. Donc, Justement, en parlant de salon, il y a Paula de Sedona Press qui disait également pourquoi pas faire un pool pour les petites maisons d'édition ou pour justement les salons, vu le prix de la table. Oui. Ça pourrait être une bonne idée. Alors, je sais pas comment, c'est pareil, ça c'est des choses aussi. En travaillant avec des auteurs étrangers, je peux pas être gagnant sur tous les tableaux. C'est-à-dire que moi, malheureusement, les auteurs viennent quand même pas souvent en France. Ouais. Et donc, quand je vais moi, je participe vraiment à beaucoup d'événements. Hein. J'en fais au moins 2 par mois. C'est là que tu vends le plus? Oui. Et donc, au début, c'est pas simple. En fait, c'était pas simple parce que, en fait, des éditeurs seuls, sans auteur, en fait, il y en a quasiment jamais, finalement. Parce que je me mets aussi, c'est pareil, je me mets à la place des gens et des organisateurs. Les visiteurs qui viennent sur des salons viennent quand même principalement pour rencontrer les auteurs, pour avoir des dédicaces, et c'est normal. Et donc je comprends que les organisateurs réservent leur place parce qu'ils n'ont pas des salles extensives, réservent leur place plutôt à des auteurs. C'est normal. Donc au début, c'est pas forcément très très simple en tant qu'éditeur pour aller dans des festivals. Très globalement, une fois que je suis allé quelque part, après, comme il n'y a jamais de problème, on me met dans un coin sombre sur une pauvre sable, j'en ai repère. Je fais avec. Et donc du coup, ça se passe très bien. Après, on me recontacte, mais au début, c'est pas simple. Et sur le prix des tables, là aussi, c'est extrêmement varié. Il y a des choses qui sont, par exemple, sur Angoulême, juste le plus petit stand
le plus petit stand d'une table de 2 mètres, c'est 1700 € pour les 4 jours. Mais après, il y a d'autres événements pour un week-end je sais pas, sur à peu près 3,50 m, un stand de 3 mètres, 3 mètres linéaires, et ben c'est plutôt dans les 200 € ou 150 €. Donc moi je trouve pas que le prix des stands soit si cher que ça. Angoulême, oui, c'est cher, mais globalement, c'est pas non plus si cher que ça. Quand on est aux alentours entre 150 et 200 € pour 2 jours, c'est pas si cher. C'est pas si cher. Alors, Angoulême, c'est hors catégorie. Oui, mais Angoulême, par exemple, c'est très cher, mais il y a tellement de monde. Moi, j'ai participé seulement 2 fois, sans auteur. Ça rééquilibre. J'ai toujours été bénéficiaire. J'ai toujours gagné de l'argent à Angoulême. Donc bon, à voir. Saint-Malo, c'est pareil. Quoique non, c'est pas si cher que ça, Saint-Malo quand même. Donc voilà. Donc, faut pas le dire trop fort, ils vont augmenter leur prix. Ouais. Jamais dire que c'est pas cher. Toujours trop cher. Et en parlant de tout ça, ta politique de retour, justement, c'est quoi? C'est-à-dire ma politique de retour. Pour savoir si un libraire commande tes ouvrages, qu'est-ce qu'ils ont comme politique de retour? Est-ce que c'est de l'achat ferme? Est-ce qu'ils peuvent retourner? Non, ça dépend de mon distributeur. J'imagine que l'achat ferme doit être possible, mais avec mon distributeur, c'est pas possible. Je sais que normalement, le libraire peut commencer à retourner un livre au bout du deuxième mois d'exploitation et a 2 ans pour retourner un livre. Mais dans les faits, je sais que Macassar est plutôt arrangeant. Parfois, il y a des livres qui reviennent un peu plus tard que les 2 ans. Parfois, il y a des libraires qui retournent dès le premier mois. Donc là-dessus, ils sont plutôt arrangeants quand même. Et sinon, j'avais un peu calculé. Moi, je dois avoir, mais c'est pareil, ça dépend aussi des albums, mais mon taux moyen de retour, on dit dans l'édition qu'un taux acceptable de retour, c'est 25%. C'est quand on fait la balance entre les réassorts et les retours. On dit que 25%, c'est à peu près la norme. Je pense que moi, en moyenne, je pense que je dois être à peu près à 35%, ce qui est pas... C'est pas terrible, mais ça pourrait être pire. J'ai certains livres, surtout les premiers, où je me suis mangé des 90% de retour. Ah ouais. Aïe. Ça, c'est pas... Ouais. Donc c'est pareil, c'est compliqué ces histoires de retour, parce que si, évidemment, on peut penser que si on met un livre très peu, si les mises en place sont très faibles, forcément il y aura moins de retours. Mais le livre sera complètement invisible aussi. Ouais. Donc je sais que, moi, dans ma meilleure vente, en fait, c'est ça. C'est celui-ci. J'avais fait pour ce livre. Et c'est pareil aussi. L'autrice c'était déjà plus connue peut-être aussi. Oui, mais je pense pas que ce soit. Je pense qu'il y a ça, mais après, avec Nouria, j'ai fait 4 albums et il y en a où, par exemple, celui-là. Franchement, on doit être à 400 ventes. Hein. C'est lequel? C'est lequel? Tu peux le montrer un peu? Parce que moi, avec mes lunettes, je vois rien. Et le village Standor. D'accord. Mais par exemple, sur celui-là, je savais, en fait, ce que j'ai mis, ça m'a coûté un petit peu cher, mais du coup, ça a été payant. L'album avait reçu un prix, j'avais communiqué très tôt auprès de mon diffuseur sur la qualité du livre. Je lui avais envoyé tout le matériel. L'album était quasiment terminé très tôt. Donc je lui avais dit qu'il fallait que j'imprimais à 3500 exemplaires et que si j'imprime à 3500 exemplaires, il faut qu'il y ait au moins 2500 placements pour que je sois rentable. Bon, la vérité c'est que j'avais bien négocié le contrat et j'étais plutôt vers les 1800, mais bon, ça c'est un peu. Mais du coup, j'avais également fait appel à une attachée de presse qui a défendu l'album. Et en fait, ça a aidé parce que Macassar, pour le coup, je pense que Macassar a été bon sur ce coup-là.
Il y a eu à peu près, ouais, on devait être à peu près à ce qui était prévu, 2500 mises en place. Et c'est un album qui, du coup, a eu de la visibilité, qui maintenant, ça fait 1 an et demi qu'il est sorti. Tous les mois, il y a du réassort. Tous les mois, tous les mois, là, en fait, le chiffre ne fait que augmenter tout le temps. C'est pas beaucoup, mais tout le temps, ça augmente tout le temps. Et c'est parce que je pense que le livre a eu suffisamment de visibilité en amont. Ouais. Mais il fallait, mais je peux pas, en fait, je peux pas faire ça malheureusement. Il faudrait que je sois en capacité de faire ça sur tous les Sur tous livres, les titres, mais c'est ouais. pas possible. Parce que ça, pour le coup, c'est un livre qui a dû me coûter dans les 15 000 euros. Ouais, Euh, forcément. Ouais. Tout de suite, ça fait mal. hmm. C'est sûr que la communication autour de l'ouvrage, c'est essentiel pour qu'il soit Ah, mais connu et complètement. reconnu, entre guillemets, et qu'il puisse se vendre plus facilement que sans communication, malheureusement. Bah, tout est l'enjeu, c'est la visibilité, quoi, c'est ça, hein. Mm, mm. C'est complètement ça, ouais. Que ce soit sur Internet, que ce soit dans les librairies, Mm. tout est Et, une question de visibilité. et tu es uniquement distribué au niveau des librairies ou tu fais aussi les grandes surfaces spécialisées? Ouais, en fait, ça c'est pareil, c'est pas du tout moi qui gère, hein. Donc, par le biais de mon diffuseur, donc les albums sont disponibles donc évidemment, donc Fnac évidemment, mais Espace Culturel Leclerc, Purée du Nord, pas en supermarché traditionnel, mais enfin, l'équivalent des espaces culturels Leclerc, là oui, oui. Mais après, c'est des choses enfin, j'ai pu constater que c'est dans ces endroits-là qu'il y a le plus de retours. C'est eux qui commandent le Mm. plus, qui retournent le plus, Oui. et et la Fnac, c'est exactement pareil. Tu penses que c'est dû à quoi? Je pense qu'ils ont énormément de livres et qu'ils ont pas ils peuvent pas faire autrement, malheureusement. Moi, ça Mm. me désole parce que j'aimerais que mes albums aient un peu plus, qu'on leur laisse un peu plus la chance. Mais je comprends la problématique des libraires. Enfin, les tables, elles changent tout le temps, et donc il faut faire avec, malheureusement. Pour y avoir Mais bossé pendant de longues années en grande surface spécialisée, c'est également une question de trésorerie, c'est-à-dire qu'il y a une telle pression sur la valo de stock, sur la rotation de stock et sur les questions de Oh oui. budget, que c'est dès que tu peux dégager, il faut que ça dégage. Alors il y a la question de la place, parce qu'il y a beaucoup de sorties, Oui, mais le réel enjeu derrière, c'est bien une question financière d'aller tout à fait. récupérer le pouvoir chez les diffuseurs, hein. C'est la base. Moi, pour avoir bossé dedans, j'ai retourné des livres à 1 mois, 2 mois, dès que je pouvais, hein, parce que j'avais une telle pression sur la trésor qu'on me disait, vas-y, retourne, hein. Mm. Et je sais que c'est dégueulasse, mais il y a un moment donné, c'est la finance qui gère malheureusement dans ces entreprises-là et c'est complexe. C'est complexe, hein. Mm, mm. Mais ouais, en fait, chacun son combat. Chaque maillon de la chaîne du livre a sa problématique. Moi, Complètement. je me suis rendu compte que là, parce qu'en gros, les courbes des ventes sont un peu tout le temps les mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons, on part de là. Premier mois, le chiffre, on va commencer à 1000. Mm. Premier chiffre, mise en place 1000. Deuxième mois, il n'y a quasiment pas de retour. On arrive à peu près à les 1100. Parce qu'il y a toujours des libraires qui commandent un peu en retard. Donc on arrive ça monte, on arrive à 1100. Deuxième mois, on va arriver à 1025 à peu près. Il y a encore un peu de nouvelles librairies qui commandent et les retours commencent à arriver. Troisième mois, on est à l'équilibre, voire un petit peu descendant, mais on va dire à l'équilibre. Et à partir du quatrième mois, pendant 1 an, eh ben ça chute. Ça chute, ça chute, ça chute, ça chute. Et c'est à partir de 1 an ensuite que la courbe remonte, parce que là, pour le coup, les livres sont plus, bon, sauf si c'est du fond, mais les livres sont plus beaucoup en librairie, et en fait, c'est des gens qui commandent les livres. Et oui. Et sachant que moi, je continue à faire aussi beaucoup de ventes directes. Donc là, je me rends compte que les livres qui commencent à être rentables, c'est ceux de 2019. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, en gros, il faut avoir 3 ans d'avance de trésorerie. Et ça, c'est incroyable. Et je pensais pas. Et ça, c'est des choses dont en fait, je soupçonnais pas quand j'ai commencé. Je me rendais pas du tout compte. Et donc là, ouais, c'est un peu rude. Et sachant que sur l'année, là, je prends de plein fouet sur l'année 2022, fin 2021 et 2022. Peut-être que j'ai pas fait les bons choix éditoriaux, peut-être que j'ai trop imprimé,
mais c'est une année où j'ai très peu vendu, où je me suis mangé énormément de retours. Je sais que par exemple hop, là, je sais pas si sur celui-ci, Tu peux l'approcher de la caméra? ouais, Je vais Ah oui, il a l'air bien en plus ce titre-là. il y a eu d'excellents retours, il y a eu plein de trucs, mais donc je pensais vraiment que ça allait, vu le sujet, je pensais vraiment que ça allait très bien fonctionner. Donc j'ai imprimé à 2500 et je pense qu'on doit être à peu près à 300 ventes. Donc je me suis mangé mais des retours, des retours, des retours. Et comme ça, j'en ai eu comme ça. En fait, par exemple, Elisa et Marcella, c'est pareil, je pensais que ça allait plus se vendre. Et donc voilà, donc là, il y a eu. Peut-être que je me suis trop égaré en 2022 sur des sujets peut-être un peu plus compliqués, qui s'éloignaient peut-être un peu trop des aventuriers de ce qu'étaient les aventuriers de l'étrange. Peut-être, c'est possible. Voilà. Bah, c'est comme ça. Ah, celui-là, c'est quand même un sujet très actuel, hein, je trouve. Ouais, mais Lisa et après, Marcella. sur cet album-là, pour le coup, je pense que ce qui est compliqué, c'est que, en fait, il est trop court. Ouais. Parce que on est sur, je crois, doit être sur 30 planches. Euh, et donc, si on fait le rapport, 14,50 €, c'est un peu cher. Pour 30 planches, c'est un peu cher, même s'il y a eu un travail éditorial. Ça, les lecteurs, ils s'en fichent finalement. Ouais. Et je pense que c'est peut-être pas forcément très simple à placer. Euh, le fait qu'il soit trop court, ça s'explique aussi parce qu'à la base, c'est pareil, c'est un album qui est sorti même pas il va sortir bien, je crois qu'il va sortir dans quelques mois en Espagne, mais il est sorti uniquement en Galice. C'est une histoire qui se passe à la Corogne et ça a été, en fait, c'est un livre, c'est un livre de commande. C'est un livre institutionnel. C'est une BD de commande de l'Institut du consulat de Galice. Et donc, en fait, eux avaient des contraintes financières. En fait, ils ne pouvaient pas payer plus de 28 pages. Donc, il fallait que Julia se débrouille avec 28 pages. Et donc, elle a réussi à en gratter 2. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'ellipses. Donc, elle a trouvé. Moi, je trouve qu'elle s'en sort bien avec plein de solutions, ces couleurs qui deviennent narratives. Je trouve qu'elle s'en sort bien. Mais il n'empêche que c'est pas évident. Et je comprends quand les gens disent mais c'est trop court. Et ils ont raison quelque part. Mais je voulais pas. C'est pareil. C'est aussi une stratégie. C'est-à-dire que et mon sombre chevalier, c'est aussi un peu la même chose, c'est un peu la même stratégie. C'est-à-dire que moi, dans ma stratégie éditoriale, c'est je choisis les auteurs, mais c'est pas pour juste un album, c'est pour travailler sur le long terme. Pour moi, c'est important qu'il y ait une récurrence de sortie. Il faut pas qu'il se passe trop de temps entre des publications de ces auteurs-là, parce que en fait, chaque nouveau livre génère des ventes d'un précédent. Et donc, avec Julia, donc j'ai acheté la série Le Sceau du Dragon, qui est en 3 tomes. Hop, là. Donc ça, ce sont des albums qui viennent d'Espagne. Donc j'ai un contrat pour publier cette trilogie-là. Sauf que, en fait, donc Julia, prend beaucoup plus de temps que prévu pour faire le 3e tome. Parce qu'elle a sa vie à côté, il faut qu'elle gagne sa vie, donc elle prend des projets autres. Parce que la maison d'édition qui détient les droits du Sceau du Dragon, c'est une petite maison d'édition comme moi, qui est complètement désargentée. Donc elle paye un peu comme elle peut. Et donc Julia, il faut bien qu'elle vive. Donc elle prend des projets à droite et à gauche. Donc le Sceau du Dragon, en fait, 3 est toujours retardé. Donc, normalement, il va venir sur la fin d'année 2023, mais il est toujours retardé. Donc moi, en fait, pour combler ce retard, en fait, je publie d'autres choses de cette même auteur finalement. Et donc, évidemment, sur des sujets pas simples ou des formats un petit peu alambiqués, comme Elisa et Marcella ou Mon sombre chevalier. Et Elisa et Marcella, merci pour l'info. Il y a une série sur Netflix, il y a un film sur Netflix. Oui, il y a eu un film en 2019 que Julia déteste d'ailleurs. Mais non, moi, Oh, est-ce qu'ils ont fait comme Sweet Tooth? Ils n'ont pas respecté l'œuvre originale? Je sais pas du tout. Je sais pas. Suite quoi? Netflix, mon Dieu.
Et du coup, tu as pensé, alors ça changerait complètement ta façon de faire jusqu'à ici, mais au crowdfunding, là, après que. En fait, ouais. J'ai déjà essayé, je crois que j'en ai fait trois. Euh, Ça, en fait, c'est pareil. En fait, c'est vraiment pour faire une belle campagne, c'est quand même du gros boulot. Mais après, je me suis rendu compte que moi, enfin, vous aurez compris, moi, en fait, je suis sur la communication, je suis quand même pas. On peut faire largement mieux, mais je me suis rendu compte que, en fait, j'ai du mal, même avec. C'était avec quel album d'ailleurs? Mais je crois que c'était avec Toubab. J'en avais fait un et je m'étais dit, bon, voilà, Nouria, quand même, les gens la connaissent, ça devrait le faire. Et en fait, ça a été rude pour réussir à lever 2 000 € parce que moi, dans mon réseau proche, eh ben, j'ai du mal à mobiliser plus de 50 personnes. Ça me désole, mais c'est la vérité, il faut que je fasse avec. Et donc voilà, et souvent, c'est vrai que les trois que j'ai fait, c'est toujours quand même un petit peu à l'arrache au dernier moment, ça manque de préparation en fait. Euh, Oui, mais t'inquiète, hein, même les gros, des fois, ils sont très très nuls au niveau com. Voilà, pour en parler, mais effectivement, il faut. Enfin, c'est crowdfunding, ça marche. Enfin, au début, tout de suite, t'as l'engouement. Ensuite, t'as ceux qui disent, bon, on fera plus tard, plus tard, plus tard. Mais du coup, si tu rappelles pas constamment aux ouais. gens qu'il y a la campagne, ça Mm. passe aux oubliettes, quoi. Il y a Bliss Edition qui est passé maître là-dedans. Il y a Et je crois que Comics Initiative aussi. oui, Comics Initiative, ouais. Comics Bah, ils font Initiative, quasiment, enfin, c'est ils vraiment font que bien. ça, ouais. Il fait que ça. Mais aussi, c'est un choix, c'est une stratégie, et c'est surtout parce qu'il a fidélisé une communauté. Ouais. Et c'est vrai C'est qu'on ça. on a souvent évoqué le sujet avec Nicolas de 404, quand il est arrivé sur le marché avec ses titres. Et il a dit, je sors pas plus de tant de titres par an parce qu'il a besoin de faire connaître la maison d'édition, de stabiliser la communauté de lecteurs pour ensuite, voilà, gagner de la Mm. fidélisation. Effectivement, il y a un gros travail de communication à faire et qui est ultra important. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'un pool des petits éditeurs, mais pourquoi pas un pool comme pour les petits éditeurs, justement mettre en avant votre Mm. travail de façon un peu plus ciblée. Ça, je pense que ça Ouais. pourrait être quelque chose qui serait pertinent, Mm. et notamment Ouais, sur les réseaux sociaux. ouais, ouais. Mm. Là, je pense qu'il y a moyen d'aller toucher des communautés plus spécifiques en précisant pourquoi tel et tel ouvrage est conçu de telle et telle manière. Parce que les vrais amoureux de bande dessinée, quand tu expliques qu'il y a que 30 pages, mais parce qu'il y a derrière, il y a une raison, je pense que les vrais amoureux de bande dessinée peuvent comprendre et peuvent de toute façon acheter. Enfin, peut-être je suis un grand optimiste, C'est beau sûrement. l'optimisme. Mais ça pourrait être une idée à creuser, je pense. Mais je pense vraiment, de toute manière, je pense vraiment que pour les petites structures, euh, en fait, il faut se montrer quand même en fait, créatif et innovant Mm. pour trouver d'autres manières parce que pour les Sûrement. petites structures, la, en fait, la chaîne du livre, c'est très compliqué de la respecter et de miser que là-dessus. C'est quasi injouable, je pense. Mm. Et j'ai deux questions, mais qui se rejoignent du coup, parce que ça fait quand même déjà plus d'une heure qu'on papote. J'ai deux questions. Après, t'es pas obligé de répondre, hein. La première, ce serait, on parlait du financement participatif, mais pourquoi est-ce qu'il est envisageable peut-être de faire une levée de fonds avec les BD qui te restent autour d'une campagne de financement participatif? Et finalement, la vraie question, c'est combien il te faut pour sortir la tête de l'eau? Bah, ah, en fait, j'ai un peu pensé, mais comment, ce serait, en fait, il faudrait que je me penche plus sur la question, mais enfin, après le financement, bon, honnêtement, moi là, en gros, j'ai un retard de trésorerie. En gros, comment ça se passe? Je comble des trous et il y a des nouveaux feux qui arrivent. Donc c'est un peu toujours ça. Donc je pense quand même globalement qu'à l'été, je devrais quand même réussir à retomber sur mes pieds normalement. On te le Mais souhaite. j'ai un retard à peu près de 1 000 € finalement. Mais 15 000 € du début, voilà. Ouais, Euh, c'est fou, hein, comme en Il fait, c'est s'accroche vraiment là. ça que tu traînes, et ouais. il s'accroche, ouais, franchement. Mais après, il y a aussi quelque chose, moi, bah, enfin, c'est pareil, c'est ma vision des choses qui est pas forcément la bonne. Euh, Peut-être que je suis un peu rageux là-dessus, c'est possible. Mais sur le financement participatif, il y a quelque chose, moi, qui me gêne un petit peu. Mhm. C'est que la plateforme, sans rien faire, elle prend de Ouais. l'argent sur mon dos. Et ça me rend fou parce que j'ai l'impression Mm. en fait, j'ai l'impression que, parce que pareil, je suis démarché tout le temps par différents commerciaux ou des choses comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des intermédiaires qui prennent de l'argent sur mes livres
et moi, j'en prends pas sur mes livres. Et du coup, en fait, ça m'énerve un petit peu, quoi. Donc voilà. Là-dessus, je reconnais que je suis pas très très flexible. Mais je pense que quelqu'un, en s'y prenant vraiment, en faisant vraiment en s'y prenant très tôt, en présentant les choses de façon positive, parce que c'est pareil, je me rends compte aussi que je présente parfois les choses de façon un peu, peut-être un peu négative. Euh, je pense qu'il y aurait, oui, je pense qu'il y a possiblement, il y a moyen de faire quelque chose, mais ça veut dire aussi que il faut aussi pareil que euh, en amont, enfin pas forcément en amont, mais que potentiellement que j'anticipe des frais pour justement pour des goodies ou des choses comme ça. Mhm. Et en fait c'est un peu toujours le même problème, c'est toujours engager des frais et pas avoir de certitude derrière. Mhm. Euh, bon. Sinon, faut faire un div dans la com aussi. Pardon? Faut faire un div dans la com, sinon. Mais c'est des choses à creuser. Il faudrait que je me creuse un peu plus la tête, parce que je pense que pour le coup là-dessus, ma vision est peut-être un peu biaisée et pas très très optimiste par rapport au crowdfunding. Il y a Uber Édition par exemple maîtrise très très bien. Donc il y a il y a des gens qui font des choses très bien et du coup moi j'ai un peu de mal, hein, quand même. Après, ça Ah, peut être une piste ponctuelle, voilà, pour Mhm. récupérer en échange de temps, bah, t'as tant de bouquins et ça permet aussi aux gens d'acheter. Après, il faut voir aussi ce que ça te coûte. Parce que mm. du coup, tu as ton site, par contre, qui fonctionne très très bien, hein. Oui. Ben là, depuis que les gens m'ont parlé, c'est vrai que bon, habituellement, honnêtement, hein, habituellement, franchement, si j'ai 4 commandes par mois, c'est bien tout. D'accord. Mais là, depuis que les gens m'ont parlé, là, oui, c'est beaucoup, beaucoup plus. Mais après, il y a aussi, enfin, c'est bien, je me plains absolument pas. Mais la vérité aussi, c'est que normalement, en fait, enfin, encore une fois, je me mets à la place des gens. Enfin, j'essaie en tout cas. Euh, En gros, donc un album coûte 15 euros. Moi, en fait, je fais des frais de port. J'envoie Mhm. encore. C'est pareil, ça, c'est des choses qui pourraient être optimisées. Il faudrait que je me penche dessus, mais qui pourraient vraiment être optimisées. Mais moi, je fais payer 1 euro de frais de port pour le livre. La réalité, en fait, c'est que ça me coûte 9,50 parce que j'envoie en colissimo suivi, Mondial parce que relais. j'ai envie d'avoir une traçabilité si jamais il y a un problème. Il n'y a jamais eu de problème, hein, mais si jamais il y a un problème, j'ai envie d'avoir une traçabilité. Et donc ça veut dire qu'un livre, la personne en fait paye en gros donc 15 euros plus 1, donc 16 euros. Et moi là-dessus, en fait, ouais, il y en Ouais. a 7 qui me reviennent. C'est toujours mieux qu'une vente en librairie. Mhm. Mais voilà, C'est donc ça c'est qui est pas. dingue. Ouais. Mhm. Et donc je pense qu'il y a des moyens à trouver auprès de Mondial Relais ou des choses Ouais, comme voilà. ça Mhm. pour diminuer, c'est évident. Mais c'est pas, ouais, Mais c'est encore du temps. ouais. Et t'es encore tout seul. Le problème c'est ça, c'est encore du temps et il y a plein de choses je pense, qui pourraient vraiment être optimisées. Et là, je fais un peu comme je peux finalement. Ouais. Et Tu là, bouges les trous un peu partout. d'autant plus en ce moment avec justement euh, avec la banque là qui est complètement intransigeante. Et là, donc là, ouais, j'ai plein de feux à éteindre de partout. Mhm. Euh, donc bon, en réduisant le nombre d'albums à 4, bon déjà c'est moins d'argent de dépenser, mais ça permet. Les albums sont quasiment faits en plus, ils sont déjà quasiment tous faits, donc ça permet d'avoir du temps sur des choses administratives super pénibles pour sauver la structure. Après, Mhm. j'ai espoir, mais c'est sûr que c'est pas évident. Ouais. C'est sûr. Et sinon, j'avais une question au tout début de Gail qui te demandait ton parcours de lecteur. Qu'est-ce que Alors, tu aimes lire? Quels sont tes sujets phares, on va dire? Les aventures et de euh, l'étrange. mais, Non, mais en mais dehors de ça, en dehors. mais Patricia a raison, quoi. J'ai l'impression de faire les livres pour moi. Euh, mais après, en fait, moi j'ai commencé à lire, j'ai découvert la bande dessinée avec Tom Tom et Nana. Et après, un peu Donc il y a toutes très les choses longtemps. un peu classiques. Mais c'est vrai que je lis principalement quand même des choses plutôt des choses j'aime pas trop, enfin, je lis pas beaucoup de science-fiction. Je lis plutôt des choses d'aventure, plutôt des choses historiques. Euh, Pas beaucoup de romans graphiques ou des sujets sociaux, mais souvent, mais quand j'en lis, en fait, en fait, c'est pas que j'aime pas le sujet, c'est juste que, T'accroches c'est, pas. enfin,
j'ai pas la tentation d'aller les découvrir, mais quand j'en lis, c'est vraiment des choses qui me plaisent. Je sais que les éditions ça et là, chaque album que je lis, alors que je suis pas le public, je les Ils ont des trouve, trucs vraiment super, bien. ouais. Donc à un moment, ouais, malheureusement, on peut pas tout lire, c'est bien dommage. Non, Non, je pense nous-mêmes, que c'est hein. le problème de tout le monde, ça. On a d'autres choses à côté qui nous prennent trop de temps. Mhm. Et c'est quoi ton dernier coup de cœur? Dans n'importe quelle Euh, chose, hein, pas forcément dans ce que tu vas, de ce que tu as lu pour les aventuriers de l'étrange. Voilà, ton dernier coup de cœur, lecture du moment. ouais, alors en ce moment, je suis en train de lire un truc qui est super bien. Ça s'appelle l'Anachronopète. C'est un roman, pour le coup, de science-fiction. J'aime déjà. C'est un, c'est un, C'est vendu. Bon, c'est un roman de science-fiction d'un auteur espagnol. C'est un livre qui date de 1860. C'est le premier album, le premier roman qui parle bien avant La machine à voyager dans le temps de Wells, qui parle du voyage dans le temps avec une espèce de maison qui voyage dans le temps. Et c'est drôle, c'est bien écrit et donc c'est top. Donc j'ai découvert ça sur un salon, sur un salon du livre. J'ai trouvé la couverture super belle. J'ai discuté avec l'éditeur qui me l'a bien vendu et il l'a bien fait parce que c'est formidable. Mhm. C'est noté. On ira voir ça. super. Bon, là, du coup, pour t'en sortir, c'est quoi tes pistes, finalement, concrètement? À part Euh, réduire Gagner au les loto. sorties. il faudrait que je joue, mais peut-être que ce serait une solution. De toute façon, si tu joues pas, tu peux pas gagner. T'as Ouais, une, On c'est t'as une n'arrête pas de chance me sur, dire. t'as une chance sur plusieurs millions, hein, ça peut être la bonne. Hein. Non, la solution là, c'est en fait, les ventes directes fonctionnent quand même assez bien dans la boutique Mhm. et, euh, et en salon. Donc je croise les doigts pour que je continue à engranger de l'argent grâce à ça et de réussir à échelonner toutes mes différentes dettes. Mhm. Donc dans mon planning, alors que je suis dans mes gains sont supérieurs à ce que j'avais envisagé dans mon planning. Donc c'est pour ça que, sans compter les ventes en librairie, parce qu'en fait je les compte pas les ventes en Ouais. librairie, je me dis que peut-être, on sait jamais, peut-être qu'à un moment Macassar va se réveiller et puis qu'il y aura des ventes, mais du coup je compte finalement que sur mes ventes directes. Et normalement, comme ça, je devrais m'en sortir à l'été, sachant que j'ai également des subventions qui vont arriver au mois de mai. Cool. Donc voilà, ça devrait quand même le faire. Mais en fait, ça aussi, en fait, je sais pas si je tiens vraiment à remercier tous les auteurs avec qui je bosse parce que je leur dois de l'argent, certains depuis plus d'un an, et ils me font confiance. Ils savent que je les paierai à un moment ou à un autre. Et c'est vraiment grâce à eux parce que s'ils me mettaient le couteau sous la Ouais. gorge, Mm. et ils seraient en droit de le faire, ils ont bossé, ils ont fait du bon boulot, je dois être en mesure de les payer. Et du coup, donc c'est grâce à eux quand même, c'est vraiment grâce à eux. Ok. Et je sais qu'il y a un truc qui m'a un peu. Enfin, ce week-end, je suis allé à un festival de bande dessinée à Fourques-sur-Garonne, à côté de Marmande. Un petit festival qui est enfin, plutôt familial. Et il se trouve que le festival avait invité Julia Vicente et Nouria Tamari. Euh, et donc malheureusement, je pense que ça me désole tellement, mais sur tout le festival, c'est un festival où il y avait à peu près une vingtaine d'auteurs. Donc elle, évidemment, c'était celle qui venait du plus loin. Et je pense que sur le festival, il y a peut-être eu seulement 20 personnes qui sont venues les voir. Ah ouais? Donc sur faire autant de kilomètres, Mm. mobiliser autant de temps pour si peu de personnes, Mm, mm, mm. en fait, moi, ça me fait de la peine pour elles. Parce Mm. que j'estime que enfin, vu leur talent, elles mériteraient plus. Et en discutant avec elles, ça m'a touché parce qu'elles me disaient, mais non, non, nous, elles sont super copines. Elles habitent dans la même ville, elles ont fait leurs études ensemble, elles ont fait des projets ensemble, donc elles s'entendent vraiment super bien. Et c'est moi qui ai proposé au festival d'inviter les deux, parce que du coup, elles sont toutes les deux, elles passent un bon week-end. Et en fait, c'est ce qu'elles m'ont dit. Elles m'ont dit, mais
nous, on est triste pour toi parce que nous, ça nous fait un week-end de vacances. Oui, elles étaient invitées, donc ça va. C'est ça. Exactement. Vacances entre Exactement. copines. Et du coup, voilà, le fait parce que moi, je leur cache rien, elles sont au courant des difficultés. Et en fait, le fait que ça les préoccupe, ça me touche. Ah, c'est cette relation de confiance que tu as créée avec elles Mm. à la base, quoi, avec tous tes auteurs. Ouais, ouais, voilà, c'est aussi ce que je me dis. Pareil, je suis pas non plus. J'espère que les aventuriers de l'étrange vont passer l'année 2023. J'ai espoir, mais si jamais la structure s'effondre, j'espère pas, mais c'est possible, hein. Il faut l'envisager. Euh, ben, je me rends compte quand même que chaque album a été fait pour des bonnes raisons. J'ai des anecdotes sur chaque album. Enfin, le fait aussi que ce soit mes auteurs qui fassent les maquettes, Mhm. ça c'est ultra important. Parce que moi je change énormément de choses entre les maquettes françaises et les maquettes les maquettes originales et les maquettes françaises. Je change énormément de choses. Ben justement, petit exemple, je reviens une petite seconde. Alors, on comble. Bon, c'est pareil. Moi aussi, Non, je dois montre les présenter images, le toi livre. tu parles. On l'a pas montré celui-ci. Je l'avais pas montré, Bertie. Ouais. Non, maintenant, moi, j'en ai que 2, donc je fais ce que je peux Il avec les était 2 que très j'ai. mignon. Voilà, bravo. Bravo, Irène. Je Et me félicite pas, je sais. celui-ci, vraiment, je vous le conseille là. C'est Emma, c'est Steph Emma, c'est sur son compte à elle que je l'avais découvert. Les Ouais, oiseaux bah, lumineux. mais j'ai pris Celui-ci, vraiment, rien que pour les canon. dessins, il est magnifique. Et ça aussi, hein, c'est beau. C'est tout, hein. Alors par exemple, voilà, sur Elisa et Marcella, en fait l'album original c'était ça. Ah oui, Donc c'est pas du tout la même un chose. format souple, autre couverture. Et en fait, donc c'est en discutant avec c'est Julia qui a fait sa propre maquette. Donc c'est des solutions qu'on a trouvées ensemble sur la couverture, sur 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 les numéros de page. Même ça m'arrive parfois. Enfin là, il y a bientôt un album qui va sortir. Hop, celui-là, euh, même par rapport à la version d'origine, l'auteur a ajouté à peu près une quinzaine de cases. Enfin, il y a eu vraiment un gros boulot. Et moi, ça c'est des choses à la base en fait, que je propose aux auteurs, mais parfois je vais trop loin dans mes propositions. Et justement, pour pas faire n'importe quoi, c'est eux me disent, oh là là, non, par exemple, enfin, Nouria m'avait dit sur un album, et non, ça, tu me dégages ça sert à rien, ça perturbe la lecture. Et en fait, c'est cette discussion pour essayer de trouver les meilleures solutions pour mettre le plus en avant possible le travail de l'auteur. Et je pense vraiment que les auteurs sont très sensibles à ça. Mhm. Euh, donc, donc tant que ça peut continuer, et tant que donc chaque album est pas fait pour de mauvaises raisons, même ceux qui s'éloignent de la ligne éditoriale, c'est pas, enfin, ça se justifie sur plein d'autres raisons qui sont peut-être pas forcément liées à l'édition finalement. Et faire du souple, justement, ce serait pas peut-être une solution aussi pour diminuer les coûts? Ce serait une solution. Le problème, c'est que je déteste le souple. Ça, c'est fait. Allez, hop. Après, On le voit c'est pas pareil. beaucoup en France, hein, quand même. Non. Le souple, c'est compliqué, ouais. Mm. C'est pas Après, tellement dans je les sais- mœurs françaises, oui. Bah, sauf si c'est Ouais. en album jeunesse. En album jeunesse, t'as du souple, hein, Mm. dans les librairies. Ouais, il y en a de plus en ouais, chez Bayard Presse ou chez BD Kid. Euh, En après, moi, jeunesse, c'est 30 ans, hein. c'est des choses. Enfin, enfin voilà, c'est des choix. Moi, je sais que j'aime pas trop. Après, dans la Mais, ligne éditoriale, mais ce serait une solution. sur les albums que moi je vois, effectivement, le dur se justifie, quoi. Ben, ouais. Ça apporte une qualité, quoi. Ouais. Bah, après, je reconnais, hein, enfin, je suis pas non plus, enfin, dans ma démarche aussi, j'ai enfin, je vois quand même les choses en face. Il se trouve que enfin, j'ai décidé à un moment de ma vie de changer complètement de vie et de faire quelque chose qui avait du sens. Je peux me permettre de faire ça et d'être complètement jusqu'au boutiste dans ma démarche. Parce que j'ai pas d'enfants, parce que j'ai très peu de charges, j'ai très peu de frais, et donc je peux me permettre. En fait, j'ai tellement perdu
d'années dans mes jobs administratifs que en fait j'ai plus envie de perdre de temps Mhm. et maintenant je veux faire complètement ce que je veux et aller jusqu'au bout du De truc. toute façon, si Même tu si veux ça pas échoue, regretter, voilà. exactement. Même si ça échoue, et ben chaque album, je suis extrêmement fier de chaque album, même ceux qui se vendent à 200 exemplaires, parce qu'il y en a. Mais n'empêche que voilà. Ouais, t'es fier Donc, de les avoir portés. pardon? Tu es fier de les avoir portés jusqu'au Ah, bout. mais vraiment, mais ouais, vraiment. Et je sais que, enfin, Et pour juste, discuter avec les auteurs qui travaillent, il y a plein d'auteurs qui travaillent avec d'autres maisons d'édition que moi. Et pour me raconter, je dirais pas non, évidemment, mais ils me racontent des choses que je trouve scandaleuses, dans les méthodes que je trouve scandaleuses. Et donc, à un moment, euh, bien sûr, il y a un côté business, c'est évident, mais à un moment, c'est quand même aussi de l'humain. Et dans mm. la BD, c'est le neuvième art, et il y a quand même art dedans, et donc il faut en tenir compte. Il faut que ce soit un peu équilibré, et il faut, enfin, de mon point de vue, quand le côté commercial prend beaucoup Prends trop trop le de pas, place. c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Et justement, est-ce que tu aurais un livre de chez toi, donc des ateliers de l'étrange, que tu voudrais mettre en avant et parler au plus grand nombre? Est-ce que tu en as un préféré, on va dire? Ah, le problème, ça, en fait, Tu euh, peux pas lui demander de choisir entre ses petits. Oh, c'est le Mais il y a communisme. lequel, toujours un mais C'est le préféré, il y a communisme, toujours un tout le monde préféré. si on pareil. parle de com et de stratégie, lequel tu penses qu'il faudrait mettre vraiment en avant Je pense, je pense, ce qui me désole terriblement, je pense que c'est aussi ma faute, évidemment. Je pense que cet album-là, Le Lion et la Souris contre les envahisseurs de Zurg, en fait, c'est une adaptation. Donc Pedro Rodriguez, c'est une adaptation de science-fiction, un peu de De la Toy fable de la Story, non? Fontaine, non, le lion et le rat, mais en mode un peu Zurg. science-fiction. Et en fait, je pense que donc cet album fonctionne absolument pas en librairie. Pourtant, et en fait, enfin, le trait est vraiment extrêmement facile d'accès. Hop, c'est drôle, c'est bien raconté. Ça parle de comment la fable de une fable de La Fontaine que beaucoup connaissent. Euh, mais je pense que j'ai très mal choisi le titre et je pense Ah, que le problème c'est qu'on sait absolument pas que c'est une fable de La Fontaine. Euh, je sais que nous à la base c'était un album américain. On a créé une page de garde pour remettre la fable originale et on se rend compte évidemment. Enfin moi c'est un album que si j'avais été en CM1 j'aurais adoré avoir justement parce que ça vulgarise cette fable et l'adaptation est vraiment bonne. Mais le titre, le fait de ne pas mentionner que c'est l'adaptation d'une fable, je pense que ça a perdu un peu. ouais, ça a extrêmement desservi l'album. Donc bon, voilà, hein. C'est comme ça. Et oui, parce qu'en librairie, souvent, c'est les mamies ou les parents qui achètent et pas les enfants forcément de base. Et Oui, le mot Zorg dedans, pour les grands-parents, je sais pas s'il parle fort, quoi. Comme À toute partir de façon quel âge si tu dis CM1 franchement, je ouais, pense que pour les celui-là, à partir de 7 ans, il y a zéro problème. Je pense que le cœur de cible, c'est 7-8 ans. Alors, C'est peut-être moi, justement, je pense que c'est vraiment l'un de mes seuls albums qui est super bien pensé pour une catégorie d'âge, mais parce que j'aurais dû choisir un autre titre, parce que peut-être la la couverture, peut-être pas couverture. forcément trop jeunesse. Donc bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est à refaire, peut-être que je prendrai un autre titre. il y en a un Je mettrai il un y a une bandeau. personne qui dit tu imprimes un autocollant pour mettre dessus. eh oui, Mais c'est des choses qui peuvent être possibles, évidemment. Oui, ça, c'est des choses qu'il faut creuser, mais c'est possible, ouais. ça en tout cas pour moi, c'est un album qui est hyper accessible. Et je trouve que celui-ci devrait être mis plus en avant, parce que lui, il est vraiment très beau, il peut se lire vraiment à tout âge, hein. En plus, avec une couverture qui est juste dingo. Euh, je trouve que Mais lui, alors, Oui, mais c'est vrai qu'avec une couverture comme ça, forcément pour les ça, plus jeunes, hyper vendeur. Et ça c'est arrête. vraiment très bon. j'ai une anecdote sur cet album-là. Pour moi, ça, c'est un best-seller en puissance, hein.
Et on a fait vraiment super gaffe. Donc c'est Julia Vicente qui a fait la maquette. Et ça a été ultra compliqué parce qu'il y a, en fait, il y a une brillance sur le bleu à l'intérieur pour renforcer le côté glacial de ce fantôme et de l'eau. Ouais. Ça a été vraiment, vraiment compliqué à faire. Et puis même, elle a repris aussi plein de... En fait, tous les textes du fantôme, dès que le fantôme parle, c'est des textes qui sont écrits à la main. Donc normalement, c'était en allemand parce que l'album est allemand. Donc elle est obligée de tout reprendre les textes alors que c'est même pas sa langue. Donc il y a eu un gros boulot de maquette. Donc merci Julia. Mais sur cet album, j'ai une anecdote. Euh, En fait, j'aurais dû le faire. Il est sorti en 2018 en Allemagne. Et je m'étais positionné assez tôt en achetant les droits. Sauf que au début, je voulais faire. Bon, le Covid est passé par là, donc ça a retardé les choses, mais je voulais faire énormément de changements. Donc notamment un changement de couverture. Et c'est vrai que en fait, on a cassé le contrat avec l'éditeur allemand parce que l'auteur Barbara Yellin osait pas me le dire, mais à un moment, elle est allée un peu, elle est peut-être un peu allée trop loin dans mes propositions, donc à un moment, c'était trop pour elle. Donc c'est elle qui a demandé à casser le contrat parce que je voulais faire changer je lui demandais de changer la couverture pour autre chose. Et en fait, elle avait l'impression que je dénaturais complètement son travail. Donc ce qu'elle m'a dit après. Donc le livre, donc j'ai perdu les droits pendant un certain temps et je suis revenu, on a fait un nouveau contrat peut-être 1 an et demi après. Et donc là pour le coup, j'ai exactement suivi ce que Barbara me disait. J'ai plus rien dit. Et en fait, elle avait trop raison. Elle avait trop raison. Donc voilà. Donc c'est vrai que cet album était assez compliqué, mais pareil, je pense. Pour l'instant, c'est un album où je gagne pas de sous, mais je pense que je devrais pas en perdre Ça trop viendra, normalement. Ouais, ça ça viendra peut-être après, du coup. en puissance. Vraiment, c'est un titre. En plus, il est pas très très cher. Il est à 19 euros. L'édition est Bah, super. normalement, en fait, je pense normalement, j'ai été obligé d'augmenter le prix, mais normalement, je voulais le faire à 16. Ouais. Je pense que 16 euros aurait été meilleur, mais du coup, c'est pareil, l'augmentation du coût du papier fait que. Du papier, de l'énergie, etc. J'ai- Transport et autres. Après. Ok. Et là, c'est quoi tes prochains salons? Où La est-ce qu'on peut te retrouver? la semaine prochaine, je vais à Ancenis. Ancenis, ça doit être vers Cholet par là. Donc j'y vais seul sur un petit salon qui est plutôt sympa, uniquement BD. Après, je sais que je vais à Le Pèlerin, c'est dans la banlieue de Nantes. C'est un tout petit salon qui est super cool. Et là, ils invitent une de mes auteurs pour Anna Aparicio, qui fait le prochain album de la collection Les Contes de Grimm. Mhm. Donc ils l'invitent justement pour la sortie de l'album. Je sais que je vais également en mai, je vais à Senon dans la banlieue de Bordeaux aussi avec Nouria qui revient. Donc là pareil, je remercie grandement parce que Senon n'avait pas les finances, voulait faire venir Nouria mais n'avait pas les finances pour ça. Et donc je remercie vraiment les éditions Sarbacane et Delcourt avec qui Nouria a fait La Louve boréale et Géante. En fait, on a mutualisé alors D'accord. que pour partager les frais et que tout le monde s'y retrouve, tout s'est super bien calé parce que Nouria devait venir, avait des choses à faire, donc on a réussi à faire en sorte que tous les emplois du temps de tout le monde coïncident en séparant les frais. Donc là, un grand merci à eux. Au contraire des éditions Stenkiss, qui vient de ressortir Avery's Blues. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Hop. Je ne peux pas tout lire, comme on a dit tout à l'heure. Non. Voilà, je fais de la pub. Bah, fais-toi plaisir, hein, C'est c'est fait vraiment pour. un super album que Stenkiss avait déjà édité en 2016. Là, il le ressort dans une nouvelle maquette avec une nouvelle couverture. L'album est génial, mais honnêtement, je comprends pas. Eux n'ont absolument jamais répondu pour mutualiser. Ils auraient même pu dire non, ça nous intéresse pas, mais ils ont absolument rien fait. Donc franchement, je trouve que c'est un peu fort de café, d'autant que, en fait, je connais le responsable de Stenkiss. On s'est vu il y a quelques mois, on a échangé. Donc franchement, je ne retire pas mon chapeau. Allez, ça balance. Écoute, T'es dans les spams, peut-être. Je sais peut-être.
Je m'en fous complètement. On demande si tu Mais passes pas dans l'album est l'Oise. Non, je vais pas aller en Île-de-France. Je reste quand même globalement plutôt en Nouvelle-Aquitaine et dans l'ouest de la France et en Bretagne. Je sais que je vais quand même aller à Lyon en juin. J'espère avec Maurizia Rubino. Je vais aller aussi à Saint-Brieuc avec Rune Riberg. Je vais sûrement aller à Blois, à Blois, j'irai à Blois, oui, mais sûrement avec Anna Aparicio aussi. En fait, j'essaie quand même de faire venir un maximum mes auteurs, donc soit en mutualisant avec d'autres éditeurs, soit en se débrouillant avec les organisateurs, ou alors en prenant en charge mes propres choses. Donc j'essaie au maximum, mais en gros, je fais 2 événements par mois à peu près. Ok. Ok. Bon. Bon. Bah, super. C'est la rançon de la gloire. Mais c'est bien et on te souhaite que ça continue et que. C'est ça. Tu m'étonnes. On va suivre ça. Puis il faut parler de la maison d'édition. Continuer la com. Ouais, il faut que je prenne du level là-dessus. Ouais. Pense au diff, pense au diff. En tout cas, n'hésite pas si tu as besoin. Voilà, n'hésite pas à te tourner vers moi, vers nous si tu as besoin. En tout cas, c'est avec grand plaisir, comme je te l'ai proposé Tout à en fait. off. Et c'est pas payant, c'est totalement gracieux. Voilà, l'idée c'est de, on sait, hein, les petits éditeurs, il y en a beaucoup, mais c'est ce qui fait aussi la diversité. C'est les petits éditeurs qui permettent de défricher et d'apporter des choses différentes. Et on en a bien besoin Tout dans à cette fait. troublée de lire des choses différentes et de voir des choses qui permettent d'ouvrir les chakras. Donc merci pour le travail que tu fais et que les petits éditeurs entre guillemets pas péjoratifs font, parce que c'est ce qui donne du sens à beaucoup de choses. C'est ça. Et sans ce travail de défrichage également des plus petits, bah, il n'y aurait pas les plus gros. Donc, Ouais. Tout parce à que fait. souvent, les grands auteurs sont d'abord dénichés par les petites structures. Et voilà. Bref. En tout cas, merci à toi d'avoir Merci répondu beaucoup. à une question en toute transparence. Merci Polo, merci Patricia. C'est super cool d'avoir fait un truc avec grand plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis, qui sont venus, repartis, revenus. Ouais. Vous pouvez suivre, vous pouvez suivre le compte Instagram des Aventuriers de l'étrange. Vous pouvez aller sur le site internet pour commander en direct. Pour le coup, c'est hyper efficace. Voilà, je l'ai fait. Et c'est très bien emballé et ça arrive en parfait état à la maison et c'est l'essentiel. Puis 2 jours plus tard. C'est mal emballé, c'est moi qu'il faut disputer, c'est moi qui fais les petits cartons. Mais là, pour ça, je te dis ça, c'est très bien emballé. Merci. Franchement, champion sur Vinted, hein, tu feras un carton. Jack, un emballage. Surtout pour la rapidité, quoi. Oui. Ah ouais. Bah, ça, c'est J'essaie. Le live sera dispo en replay sur le compte Insta. Je le mettrai également sur la chaîne YouTube pour essayer de faire découvrir en tout cas ton travail. Merci à tout le monde et voilà, à très vite. On te souhaite le meilleur et on espère en refaire un en fin d'année pour présenter ce que tu proposeras. C'est ça, parce que la maison d'édition sera encore là. Oui. Ok. Oui, j'ai espoir. Oui. À bientôt, merci. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Salut.